devait être joué a été décidé par la majorité des stagiaires russes et leur metteur en scène, ça a été La Cerisette de Tchekhov. Elle a... Oui, épicerie, marchand de grains. Donc pour arrondir leur fin de mois, comme on dit, ils avaient des chambres à louer pour des étudiants, enfin pour des personnes. Et mon grand-père, donc, a été hébergé, moyennant petite finance, chez les Tchekhov. Donc ils avaient 7 ans de différence, ils ont commencé à se connaître. Mon grand-père étant plus âgé est parti faire ses études à Saint-Pétersbourg. Et Tchekhov a essayé tant bien que mal de continuer à faire vivre cette petite épicerie, mais il était également brillant dans ses études. Donc la famille Tchekhov ayant fait faillite, ils sont partis, eux, à Moscou. Et Anton est parti à Moscou les rejoindre, et tous les deux, mon grand-père est entré en faculté de médecine à Saint-Pétersbourg, et Tchekhov est rentré en faculté de médecine à Moscou. Voilà. Donc là, ils vont se séparer, et ils vont se retrouver 17 ans plus tard, ils vont se retrouver en 1891. Donc ils vont se retrouver à Paris, et il y avait une amitié qui s'était liée malgré la différence d'âge, et donc en 1891, les deux se rencontrent à Paris, et Tchekhov publie un de ses romans, qui est Le récit d'un inconnu. Et dans Le récit d'un inconnu, le personnage principal est Vladimir Ivanitch. Et il se trouve que des conversations et des nombreuses lettres qu'il y a eu entre Tchekhov et mon grand-père, on retrouve dans ce personnage de Vladimir Ivanitch le dépit de mon grand-père, qui était un révolutionnaire. C'est pour ça qu'il n'a pas terminé ses études à Saint-Pétersbourg. Il a été attrapé parce qu'il traduisait d'anglais en russe les premiers mouvements, les premiers livres révolutionnaires. Voilà ce que dit ce personnage principal. Donc il dit « J'étais alors au premier stade de la tuberculose, et peut-être bien de choses plus graves. Je ne sais si c'était sous l'effet de la maladie ou d'une transformation amorcée et encore inconsciente de ma conception du monde, que je succombais de jour en jour à une soif irritante, passionnée, d'une vie ordinaire et bourgeoise. » Donc là, on voit le révolutionnaire qui, malheureusement, sans bourgeoise. Donc, le 20 octobre 1894, Tchekhov et mon grand-père sont assis sur une terrasse des Grands Boulevards, et à ce moment-là avait éclaté l'affaire Dreyfus. Et tous les deux fait et cause pour Dreyfus, et soutiennent Émile Zola à ce moment-là. Voilà, donc ça c'était... Et ce que je peux vous dire encore, donc, jusqu'à la mort de Tchekhov, les deux hommes ne cesseront de s'écrire et de se voir. Toutes ces lettres, alors les lettres de mon grand-père m'ont intéressé peu de monde, par contre les lettres de Tchekhov qui étaient dans la famille ont été données à la Bibliothèque nationale, et c'est un fonds qui s'appelle les papiers Pavlovsky, qui est à la Bibliothèque Richelieu. C'est en russe, peu de gens l'ont étudié, sauf en Russie, où ma grand-mère, ma tante, qui avait bien connu Tchekhov, a été invitée en voyage officiel, moyennant une photocopie des lettres de Tchekhov à mon grand-père. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire encore, ils se revoient donc à 1904, donc l'affaire jusqu'à la mort en 1904, mais ils se sont revus au cours de l'affaire Dreyfus, mais ils se sont soutenus pas mutuellement, ils ont soutenu les Dreyfusards, et mon grand-père se rend en Crimée en 1904, donc l'année de la mort de Tchekhov. Et à cette année-là, dans les lettres, on entrevoit que mon grand-père avait pratiquement décidé d'habiter la Crimée, de quitter la France pour habiter la Crimée. Mais compte tenu du fait que mon père et ma tante faisaient leurs études à Paris, bon, il n'a pas donné suite à ce projet. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le 2 juillet, Anton Tchekhov meurt au cours d'un voyage en Allemagne en compagnie de sa jeune épouse Olga Knipper. Et pour terminer, je voudrais juste vous citer un petit témoignage de ma tante, que j'ai bien connue, et qui est sur Tchekhov. Voilà ce qu'elle en dit, lors d'un voyage à Paris. Quand il était à Paris, mon père et lui se voyaient tous les jours. Ils partageaient fréquemment les repas avec nous. La première fois que j'ai vu Tchekhov, j'avais 5 ans. C'était chez nous à Paris. Il se tenait debout dans l'entrée, alors que j'essayais furtivement de voir qui était là. Mon père m'appela et présenta sa petite fille à son vieil ami. Ce qui m'a frappé, c'est son étrange chapeau noir,
ses cheveux et sa barbe brun-roux, sa maigreur. Après son départ, mon père m'a expliqué que ce monsieur était un grand écrivain russe. Je lui répondis qu'il portait un étrange chapeau et qu'il semblait bien malade. Même maintenant, quand je pense à mes lointains souvenirs d'enfance, je vois un homme maigre, comme lorsque je l'avais vu pour la première fois, vêtu de noir, avec son pince-nez cerclé d'or, tenu par une cordelette. Ce grand homme était très gentil et très doux avec nous, les enfants, lorsqu'il venait à la maison. Il nous envoyait toujours des gentilles pensées quand il rencontrait mon père ou quand il lui écrivait. Donc ça vous donne un petit peu, voilà, le personnage de Tchekhov, l'homme venant d'une famille simple, très humain, on le retrouve dans son théâtre et dans son théâtre. Voilà, merci de m'avoir écouté. Maintenant, il y a de la musique. Non. On écoute du russe. On écoute pas, Il n'y avait pas de musique. normalement, il y a un petit peu de musique. Voilà. Des temps. Pardon, vous intervenez. Ah oui, oui. On met un petit peu de musique. Oui. Merci beaucoup, ce témoignage personnel. C'est très important et très émouvant de penser que vraiment une sommité, on peut dire, d'auteur de théâtre comme a été Tchekhov, nous l'avons presque présent ici dans un des descendants qui, donc de celui qui a connu et fréquenté Tchekhov de très près, disons. Un témoignage familial qui pour nous vraiment compte énormément. Nous remercions Jean-Claude Pavlovski. Je rappelle qu'il est président des Amis de Florent. Et cette soirée, j'avais depuis longtemps l'idée, il fallait absolument rappeler ce qu'était ce lieu, le voir. C'est un lieu touristique ou un lieu, disons, historique, de plus à ajouter à la moisson, si on peut dire, de lieux que nous avons dans notre ville de Lessour. Et il s'est trouvé, comme en parlant de autres, il y a une série de personnes qui se sont regroupées, donc Jean-Claude, mais Annie Descamps, qui est donc directrice du théâtre d'un jour, qui est un très bon théâtre connu. Il y a eu aussi de la musique. Merci également à un chanteur russe, nous allons entendre, et qui a donc enregistré qui est venu. Professeur de russe, travaille avec l'anglais. Et Muriel, déjà, mon élève de russe, aussi presque trilingue. S'il vous plaît. Nous allons vous lire une nouvelle, Tchekhov en a écrit beaucoup, qui n'est pas très connue, et qui s'intitule Из дневника одной девицы, Anton Tchekhov. Extrait du journal d'une jeune fille ordinaire, Anton Tchekhov. 13 октября. Наконец-то и на моей улице праздник. Le 13 octobre. Enfin, il se passe quelque chose dans ma rue. Гляжу и не верю своим глазам. Перед моими окнами взад и вперед ходит высокий, статный брюнет с глубокими черными глазами. Усы, прелесть. Je regarde et je n'en crois pas mes yeux. Sous nos fenêtres se promène un homme brun de belle prestance, avec de profonds yeux noirs et une moustache à croquer. Ходит уже 5-й день от раннего утра до поздней ночи и все на наши окна смотрит. Делаю вид, что не обращаю внимания. Cela fait déjà 5 jours qu'il se promène de l'aube à la nuit et c'est toujours sous nos fenêtres qu'il regarde. Je fais semblant de ne pas prêter attention. 15-го. Сегодня с самого утра проливной дождь, а он, бедняжка, ходит. В награду сделала ему глазки и послала воздушный поцелуй. Ответила обворожительной улыбкой. Le 15. Depuis ce matin, la pluie ne cesse de tomber. Et lui, le pauvret, il se promène. Pour le récompenser, je lui ai envoyé une œillade et un baiser.
Et il a répondu par un sourire ensorcelant. 16-го. Валя говорит, что я заела ее жизнь. Виновата я, что он любит меня, а не ее. 16. Varia, ma sœur, dit que je l'étouffe, que je l'empêche de vivre. Je serai coupable du fait que lui n'aime que moi, plutôt qu'elle. Нечаянно уронила ему на тротуар записочку. «О, коварщик!» написал у себя мелом на рукаве. «После!» А потом ходил и написал на воротах «Визави». «Я не прочь, только после!» написал мелом и быстро стер. «Отчего у меня сердце так бьется?» Sans avoir l'air d'y toucher, j'ai laissé tomber un petit mot sur le trottoir. Le malin, il a écrit sur sa manche à la craie « Plus tard ». Puis, il n'a cessé de se promener et a écrit sur le portail d'en face « D'accord, mais plus tard ». Il l'a écrit à la craie et l'a rapidement effacé. Et pourquoi mon cœur battit si fort? Кто он? Сестра Валя говорит, что он в нее влюблен и что ради нее мокнет на дожде. Как оно не развито. Ну может ли брюнет любить брюнетку? Qui est-il? Ma sœur Varia dit qu'il est amoureux d'elle et que c'est pour elle qu'il se fait tremper. Quelle ignorante! Comme si un brun pouvait aimer une brune. Мама велела нам получше одеваться и сидеть у окон. Может быть, он жулик какой-нибудь, а может быть и порядочный господин, сказала она. Жулик, Кель, глупый вы, мамаша. Maman, elle, nous a recommandé de faire des frais de toilette et de nous asseoir à nos fenêtres, bien en vue. Peut-être est-ce un fripon, mais peut-être est-ce un monsieur comme il faut, a-t-elle dit. Fripon. Maman, vous n'êtes qu'une sotte. 17-го. Варя ударила меня локтем в грудь. Подлая, мерзкая завистница. Le 17. Varia m'a flanqué un coup de coude à la poitrine. Espèce de lâche, vilaine, envieuse. Сегодня он остановил городового и долго говорил ему что-то, показывая на наши окна. Интригу затевает. Откупает, должно быть. Aujourd'hui, il a arrêté un sergent de ville et il lui a longuement parlé en désignant nos fenêtres. Il commence une intrigue, c'est sûr. Il doit le soudoyer. Тираны и деспоты вы, мужчины, но как вы хитры и прекрасны. Ah, les hommes, vous êtes des tyrans, des despotes. Oh, mais comme vous êtes malins et séduisants. 18-го. Сегодня после долгого отсутствия приехал ночью брат Сережа. Не успел он лечь в постель, как его потребовали в квартал. Le 18. Cette nuit, après une longue absence, est arrivé mon frère Serioja. Il n'était pas couché, on l'a convoqué au commissariat. 19-го. Гадина, мерзость. Оказывается, что он все эти 12 дней выслеживал брата Сережу, который растратил чьи-то деньги и скрылся. Le 19. Oh la canaille, le mufle! Il s'avère que pendant ces 12 derniers jours, l'homme de la rue espionnait Serioja, mon frère, accusé d'avoir dilapidé l'argent d'un autre et s'était enfui. Сегодня он написал на воротах: «Я свободен и могу, скотина». Показал ему язык. Aujourd'hui, l'homme a écrit sur le portail d'en face: « Je suis libre et je peux. » Sale brute, je lui ai tiré la langue. Avec La Cerisée, Tchekhov avait l'intention d'écrire une comédie. Mais malgré certains personnages et certaines scènes comiques, la pièce sera perçue davantage comme un drame qui fera pleurer le public. La Cerisée a tout d'abord une valeur de témoignage. Elle se situe à un moment bien précis, la fin du XIXe siècle. Cette époque se caractérise par son atmosphère étouffante, de dépression et de désillusion, après les espoirs qu'avait soulevés le règne libéral d'Alexandre III. Lyubov Andreevna Ranevskaya et sa famille représentent cette petite noblesse
terrienne, ruinée par l'abolition du servage en 1861 et incapable de s'adapter. Ermolai Lopakhin, qui achètera le domaine, est un fils de serf devenu un riche marchand. Tous ces personnages ne dépeignent pas seulement une catégorie sociale de l'extérieur. Ils nous restituent ses inquiétudes, ses espoirs. Par leur caractère velléitaire, une certaine résignation ou un enthousiasme naïf, ils manifestent les problèmes profonds d'un milieu, d'une époque. La Cerisée est aussi le reflet de positions idéologiques complexes. L'étudiant Trofimov incarne un certain optimisme et une foi dans le travail qui doit bâtir l'avenir radieux de l'humanité. Au-delà de leur appartenance à une époque, tous ces personnages expriment la nature humaine, ses faiblesses, ses passions, ses démissions. Lyubov Andreevna, qui ne sait pas aimer, Gaëv, qui ne sait que parler, Trofimov, idéaliste en face d'un Lopakhin ambitieux. Peintre fidèle d'un passé révolu mais attirant et psychologue pénétrant, Tchekhov a trouvé une forme nouvelle de théâtre qui parle à la sensibilité de l'homme moderne. Dans ses drames statiques, le non-dit l'emporte dans les dialogues. Les pauses et les silences sont plus expressifs que les paroles et laissent le champ libre à l'imagination et à la sensibilité du spectateur. Donc, place aux extraits de la pièce. Alors, la Cerisée raconte la fin d'un domaine qui symbolisait la vie d'une famille, son passé, toute son existence. Merci. Et que la nécessité va obliger à livrer aux promoteurs et aux bûcherons. Alors pourquoi la Cerisée? D'abord parce que le lieu, le roi, a été baptisé après un stage à Lectoure en juillet 89. On n'en donne pas? C'est vrai? Bon, on va parler d'un moment. Alors, ce lieu a été ainsi baptisé après un stage, donc en juillet 89, avec Leonid, je prononce mal, pardon pour le camarade russe, Kiefes, c'est comme ça que je peux lire, professeur de l'Académie de théâtre de Moscou, auquel j'ai eu le bonheur de participer, et où nous avons travaillé sur le théâtre de Tchekhov, et en particulier sur l'acte 1 de la Cerisée. Je crois que c'est à la suite de ce travail qu'on a eu l'idée d'appeler le lieu la Cerisée. Alors pourquoi cette pièce? Je parle, enfin j'ai encore en mémoire tout ce qu'il nous a dit là-dessus, parce que c'est une pièce prémonitoire. La Cerisée, c'est un monde, c'est l'annonce d'un monde qui disparaît. Et la coupure est brutale, comme les coups de hache qui abattent à la fin de la pièce les cerisiers du domaine. Gaëv et Lyubov représentent l'âme russe, nous disait Leonid, et n'acceptent pas la solution proposée au nom de l'intérêt par le marchand Lopakhin. Solution, disait-il, tout à fait occidentale. Cette pièce nous concerne tous. La perte de la Cerisée, c'est la séparation. Tchekhov l'a écrite, on vous l'a dit, en 1903. Il meurt en 1904. Il était médecin. Il savait qu'il allait mourir. C'est pour lui l'adieu à la vie. La Cerisée, c'est pas seulement les arbres, c'est pas seulement le jardin, les fleurs, c'est la vie. Et pour nous, c'est l'histoire de tous les gens sur Terre. Parce que dans la vie, la perte est inévitable. Les changements sont inévitables, personne ne sait ce qui l'attend, et il faut continuer à vivre. Les coups de hache existent dans la vie de tout être humain, c'est pourquoi ces personnages de Tchekhov nous sont tellement proches et tellement humains. La pièce commence par le retour de la propriétaire, Lyubov. Elle a passé plusieurs années hors de la Russie, en France, à la suite d'un drame qui a marqué sa vie.
Son petit garçon, Grisha, s'est noyé dans la rivière. C'est Anya, sa fille de 17 ans, qui revient avec elle de France, qui l'évoque à l'acte 1. Il y a 6 ans que mon père est mort. Un mois plus tard, mon frère Grisha, un beau petit garçon de 7 ans, s'est noyé dans la rivière. Maman n'a pas su supporter cela. Elle est partie. Partie sans regarder derrière. Oh, comme je la comprends, si elle savait. Petya Trofimov était le précepteur de Grisha. Il pourrait réveiller des souvenirs. Bon, c'est aussi Lyubov elle-même qui l'évoque à l'acte 2. Page 71. Oh, mes péchés. J'ai toujours gaspillé l'argent sans retenue comme une folle. Et j'ai épousé un homme qui ne savait que faire des dettes. C'est le champagne qui a tué mon mari. Il s'enivrait à un point. Et moi, par malheur, je suis tombée amoureuse d'un autre. Je suis devenue sa maîtresse. Et juste à ce moment, c'était le premier châtiment. Un véritable coup de massue, mon petit garçon s'est noyé ici, dans cette rivière. Et je suis partie à l'étranger, partie pour toujours, pour ne jamais revenir, ne plus revoir cette rivière. Je me suis enfuie. Alors, elle arrive donc avec Anya, heureuse de ce retour, avec Charlotte. Charlotte, c'est la gouvernante, dont l'avenir dépend aussi de ce retour de Lyubov. Elle peut effectivement ne plus être payée parce que la famille est en difficulté. Son frère Gaëf et sa fille adoptive, Varia, restés au domaine, sont allés la chercher à la gare. Gaël n'a ni femme ni enfant, Lyubov est son unique sœur et Anya son unique nièce. Donc pour lui, le retour de Lyubov, c'est l'espoir qui revient. Pour Varia aussi. Elle est la seule à pouvoir sauver la situation. C'est le mois de mai, les cerisiers sont en fleurs, le soleil va bientôt se lever. Lopakhin et Dunyasha, la femme de chambre, attendent Lyubov à la maison. Lopakhin aime Lyubov. Il n'a jusqu'ici rien osé. A-t-il une chance? Il se livre à Dunyasha. Lyubov Andreevna vient de passer 5 ans à l'étranger. Comment est-elle aujourd'hui? Je me demande. C'est quelqu'un de bien, un être simple, facile à vivre. Je me souviens un jour, je devais avoir dans les 15 ans, mon père tenait une épicerie dans le village. Eh bien, il m'a envoyé un coup de poing en pleine figure et j'ai saigné du nez. Nous étions venus ici tous les deux, je ne sais plus pourquoi, et il était sourd. Alors, Lyubov Andreevna, je m'en souviens, comme si c'était d'hier. Elle était encore jeunette, toute mince. Elle m'a conduit au lavabo, là, dans cette chambre. Ne pleure pas, elle m'a dit, mon petit moujik. D'ici tes noces, ce sera oublié. Petit moujik, c'est vrai. Mon père était un simple moujik. Mais moi, je portais un gilet, des chaussures cirées. Ah, un cochon dans un salon. Je suis riche, il n'y a que ça de changé. J'ai beaucoup d'argent, mais si on regarde de près, si on y réfléchit, je ne suis qu'un moujik, rien de plus. Voilà, Lopakhin confirme que la situation n'est pas brillante. Il propose une voie de salut, comme on a dit, tout à fait occidentale à Lyubov et Gaël. Fierz, qui est le vieux serviteur fidèle, Leonid nous disait que pour lui, c'était plus fort que l'amour. C'est l'amour qu'il avait pour cette famille. Il est absolument dévoué. Donc Fierz est présent. Je voudrais vous dire des choses très agréables qui vous réjouissent. Mais je pars à l'instant, pas le temps de bavarder. 2 ou 3 mots seulement. Vous le savez déjà,
votre cerisé sera vendu pour dette. La vente est fixée au 22 août. Mais ne vous inquiétez pas de rien, cher ami. Dormez en paix. Il y a une solution. Voici mon projet. Je réclame toute votre attention. Votre propriété est située à 20 verstes seulement de la ville, n'est-ce pas? Le chemin de fer passe tout près. Eh bien, lotissez la cerisée et le terrain qui longe la rivière. Louez ces lots aux estivants. Et c'est pour vous, au bas mot, 25 roubles de revenus annuels. Quelle bêtise! Excusez-moi. Demandez-leur au minimum 25 roubles de loyer annuel par déciatine. Et si vous vous dépêchez de mettre l'annonce, je vous le garantis, par tout ce que vous voudrez, vous n'aurez plus un lopin de terre disponible à l'automne. Tout y aura passé. Bref, je vous félicite, vous voilà sauvé. La situation est ici ravissante, la rivière est profonde. Naturellement, il faudra arranger tout cela, nettoyer. Ainsi, par exemple, démolir tous les vieux bâtiments, cette maison qui ne vaut plus rien, abattre la vieille cerisée. Abattre la cerisée? Excusez-moi, mon cher, mais vous n'y comprenez rien. S'il y a quelque chose d'intéressant, voire de remarquable dans notre district, c'est uniquement la cerisée. Elle n'est remarquable que par ses dimensions. On ne donne de fruits qu'une fois tous les 2 ans. Et encore, on ne sait que faire des cerises, personne n'en achète. Même dans le dictionnaire encyclopédique, il est question de ce jardin. Lopakhin, consultant sa montre, si nous ne trouvons rien et n'aboutissons à rien, votre cerisée et toute la propriété seront vendues aux enchères le 22 août. Décidez-vous. Je vous jure, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Dans le temps, il y a 40 ou 50 ans de cela, la cerise, on la faisait sécher, macérer, mariner, on en faisait de la confiture et quelquefois... Tais-toi, Fitch. Quelquefois, la cerise séchée, on en envoyait de plein chariot à Moscou, à Kharkov, de l'argent à un pelle. Et la cerise, alors, elle était douce, juteuse, sucrée, parfumée. On connaissait un procédé. Eh bien, ce procédé, On l'a oublié, personne ne s'en souvient. Jusqu'à présent, on ne voyait à la campagne que des seigneurs et des bougies. Mais voilà que les estivants ont fait leur apparition. Aujourd'hui, toutes les villes, même les plus insignifiantes, sont entourées de dachas. Et l'on peut prévoir que d'ici une vingtaine d'années, l'estivant va se multiplier d'une façon extraordinaire. Il ne fait encore que boire du thé sur sa terrasse, mais il se peut qu'il veuille cultiver un jour son bout de terrain, et alors votre cerisée deviendra heureuse, riche, magnifique. Quelle bêtise! Voilà, alors Gaëf rassure Anya, qui est très inquiète de ce qui se passe. Page 298. Non. C'est Gaëf. Gaëf. Nous n'avions pas tous le même texte. C'est là. Michel Pratt, tu l'as en bas. Ne chiale pas. Ta maman verra Lopakhin. Il ne refusera pas de l'aider, j'en suis sûr. Et toi, dès que tu seras reposé, tu partiras pour Yaroslav, chez ta grand-mère, la comtesse. Ainsi, nous attaquerons sur 3 fronts différents. Et notre affaire sera dans le sac. Nous paierons les intérêts, foi de guerre. Je te jure sur mon honneur, sur tout ce que tu voudras, la propriété ne sera pas vendue. Ah, je le jure par ma félicité. Voici ma main. Traitez-moi de mauvais homme,
d'homme sans cœur, si je permets la vente aux enchères. Je le jure par mon être tout entier. Que tu es bon, mon oncle, que tu es intelligent. Je suis tranquille maintenant. Tranquille, oui, je suis heureuse. Dans l'acte 2, le soleil est sur le point de se coucher et Lopakhin rappelle à Lyubov et à Gaev la date du 22 août, qui est la date fatidique parce qu'ils n'ont pas l'air de s'en préoccuper. C'est c'est ce Richard de Deriganov qui a l'intention d'acheter votre propriété. Il paraît qu'il va en personne assister à la vente. Notre tante de Jarolassis. Ah non, c'est pas ça. Non, comment Comment le savez-vous? Comment le savez-vous? Ah oui. On en parle en ville. Notre tante de Yaroslav a promis de nous envoyer de l'argent. Mais quand? Et combien? Et nous n'en savons rien. Oui, combien? 100 000? 200 000? Pensez-vous 10 ou 15 000, ce serait déjà beau. Ouais, excusez-moi, mes amis, mais je vous avoue que je n'ai jamais rencontré de gens aussi légers, aussi peu pratiques, aussi étranges que vous. On vous dit pourtant en langage clair que votre propriété sera vendue. Et on a l'impression que vous ne comprenez pas. Mais des dachas, que faut-il faire? Je partage entièrement ton avis. Je vous dis, je vous tue à vous le dire, je vous le répète tous les jours. Il faut louer le bail de votre cerisier et louer vos terres, les lotir dans les dachas. Il faut le faire sans tarder, le plus rapidement possible. La vente aux enchères est imminente, comprenez-moi donc. Dès que vous aurez pris cette décision, on vous prêtera autant d'argent qu'il vous plaira et vous serez sauvés. Ah, mais des dachas et des estivants, c'est tellement vulgaire, excusez-moi. Là encore, je suis tout à fait de votre avis. Oh, je vais éclater en sanglots. Vous criez, vous m'évanouir. Je n'en peux plus. Vous m'avez épuisé. Espèce de chiffre. Quoi? Espèce de chiffre. Non, non, mon cher ami, partez pas. Restez, je vous en prie. Peut-être trouverons-nous une solution. La mienne est la seule. Alors ensuite, il y a... Oui, je te l'avais dit. Le Petia et Trofimov et Ania qui restent seuls, après que Lopakhin ait encore une fois rappelé l'échéance. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que le 22 août, la cerisée sera vendue aux enchères. Pensez-y. Voilà, donc il y a Petia et Ania qui restent seuls. Et on y voit l'influence des idées de Petia sur Ania. 324. Brave passant, il a effrayé Varia. Nous voilà seuls. Varia a peur que nous tombions amoureux l'un de l'autre. C'est pourquoi elle ne nous quitte pas d'une semaine, du matin au soir. Elle a l'esprit trop étroit pour comprendre que nous sommes au-dessus de l'amour. Éviter tout ce qui est mesquin et illusoire, tout ce qui nous empêche d'être libres et heureux. Voilà le but et le sens de notre vie. En avant! Nous sommes irrésistiblement attirés vers l'étoile lumineuse qui brille dans le lointain. En avant! Pas de retardataires, camarades! Comme vous parlez bien. Il fait merveilleusement beau aujourd'hui. Oui, le temps est superbe. Qu'avez-vous fait de moi, Petia? Pourquoi ai-je cessé d'aimer la cerisette? Comme avant, je l'aimais si tendrement. Il me semblait qu'il n'y avait pas sur la terre d'endroit plus beau que notre jardin. Toute la Russie est notre jardin.
La terre est grande et belle. On y trouve beaucoup d'endroits merveilleux. Songez-y, Anya. Votre grand-père, votre arrière-grand-père, tous vos ancêtres possédaient des esclaves, des âmes vivantes. Est-il possible que dans chaque cerise, dans chaque feuille, dans chaque branche de ce jardin, vous ne sentiez pas les êtres humains qui vous regardent, que vous n'entendiez pas leur voix? Possédez des êtres humains, mais cela vous a transformés tous, aussi bien ceux qui ont vécu jadis que ceux qui vivent aujourd'hui même. Ainsi votre mère, votre oncle, vous-même, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes des débiteurs, que vous vivez aux dépens de ceux à qui vous ne permettez pas de dépasser le seuil de votre vestibule. Nous sommes en retard. Au moins de 200 ans. Nous n'avons encore rien acquis. Nous ne sommes même pas capables de juger notre passé. Nous ne savons que philosopher, que nous plaindre de l'ennui, que boire de la vodka. Il est clair pourtant que pour vivre dans le présent, il faut d'abord liquider le passé, le racheter. Et ce n'est possible que par la souffrance, par un travail extraordinaire, incessant. Comprenez-le donc, Anya. La maison que nous habitons ne nous appartient plus depuis longtemps, et je la quitterai. Je vous en donne ma parole. Si vous détenez les clés du ménage, jetez-les dans un puits et partez. Soyez libres, comme le vent. Bon, l'acte 3, c'est le soir. Et Lopakhin annonce la vente du domaine à Lyubov. En 1948. La cerisée est vendue. Oui, elle est vendue. Et qui l'a achetée? Moi. C'est moi qui l'ai acheté, oui. Attendez, mes amis, ayez pitié. Tout s'embrouille dans ma tête. Je ne peux pas parler. Ils rient. Voilà. Nous arrivons à la salle des ventes. Deriganov y était déjà. Leonid Andreevitch n'avait que 15 000. Et du premier coup, Deriganov est monté à 30 000, en plus de la dette. Tout de suite, je vois de quoi il retourne. Je m'empoigne avec lui, j'offre 40. Lui, 45. Moi, 55. Il y allait par 5, 1000, moi par 10. Alors, plus de questions. J'ai donné 90 000 en plus de la dette. C'est moi qui ai gagné. La cerisée est maintenant à moi. À moi! Ah, Seigneur mon Dieu, elle est à moi. La cerisée, dites-moi que je suis ivre, que je suis fou, que je rêve. Ne vous moquez pas de moi. Si mon père et mon grand-père sortaient de leur tombe et voyaient cela, comment leur Ermolai, cet Ermolai, 1000 fois battu, presque illettré, qui courait pieds nus en hiver, comment ce même Ermolai vient d'acheter la plus belle propriété du monde? J'ai acheté une propriété où mon père, où mon grand-père n'étaient que des esclaves. On ne leur permettait même pas d'entrer dans la cuisine. Non, alors, je sors, je dors, ce sont des rêves, des idées, quelque chose de ténébreux qui brouille mon imagination. Il ramasse les clés et dit avec un bon sourire, elle a jeté les clés pour montrer qu'elle n'est plus la maîtresse ici. Il fait teinter les clés. Eh bien, soit, on entend les musiciens accorder leurs instruments. Eh, musiciens, jouez, je veux vous entendre. Venez tous voir comment Ermolai Lopakhin va porter le coup de hache dans la cerisée, comment les arbres vont dégringoler. Nous allons construire des villas, et nos petits-enfants, tous nos descendants, connaîtront ici une vie nouvelle. Joue, musique. La musique joue. Lyubov Andreevna s'est effondrée sur une chaise, elle pleure amèrement. Lopakhin avec un reproche. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas écouté, ma pauvre, ma gentille? Il est trop tard maintenant. Avec des larmes. Oh, que tout cela passe vite, que notre vie absurde et malheureuse, qu'elle change vite. Et là-bas, joue plus fort la musique, que ce soit
fait selon mon désir, avec ironie. Le voilà, le nouveau maître, propriétaire de la cerisée. Il heurte par mégarde une petite table et manque de renverser les candélabres. Oh, je crois payer tout cela. Mon acte 4, c'est l'automne. On est en octobre et c'est le départ. Lopakhin fait ses adieux à Pétia. Pétia s'en va à Moscou. Et comme Pétia n'a pas d'argent, Lopakhin lui en propose. Page 355. Au printemps dernier, j'ai semé 1000 descatines de pavots. Rapport 40 000 roubles de bénéfices nets. Le pavot en fleurs, quel magnifique tableau. Bref, comme je disais, rapport 40 000. Donc, si je te prête de l'argent, c'est que je le peux. Alors, à quoi bon faire le fier? Je suis un bougie. C'est en toute simplicité que je te le propose. Ton père était un moujik. Le mien était pharmacien. Qu'est-ce que cela prouve? Allez, laisse ça. Tu m'en donnerais 200 000 que je n'en voudrais pas. Je suis un homme libre. Tout ce qui vous paraît si grand, si précieux à vous autres, riches ou misérables, n'a pas plus de sens pour moi qu'un brin de duvet qui flotte dans l'air. Je peux me passer de vous. Je peux vous ignorer. Je suis fort et fier. L'humanité va de l'avant vers la vérité suprême, vers le plus grand bonheur qui soit possible sur terre. Et moi, je suis dans les premiers rangs. Et tu atteindras le but. J'y arriverai. J'y arriverai ou je montrerai aux autres comment l'atteindre. Eh bien, mon frère, il est temps de partir. Nous jouons fiers comme ça, les uns devant les autres. Et la vie passe, sans faire attention à nous. Quand on travaille longtemps sans arrêter, les pensées se font plus légères. Et alors, il me semble que je sais pourquoi je vis, moi aussi. Mais combien sommes-nous en Russie, mon vieux, à savoir pourquoi on existe? Enfin, tant pis, il ne s'agit pas de cela. Il paraît que Gaël a accepté une place à la banque, 6 000 par an. Seulement voilà, il n'y fera pas de vieux os. Il est bien trop paresseux. Maman vous demande de ne pas faire abattre les arbres avant son départ. C'est vrai, quel manque de tact. Voilà, alors Ania et Varia se préoccupent du sort de First, qui est vieux et malade. A-t-on envoyé First à l'hôpital? C'est leur préoccupation avant de partir. Alors, Lyubov, Ania et Gaëv se disent au revoir. Ania et Gaëv restent en Russie. Lyubov s'en va en France avec Yasha, le jeune valet arriviste et dur, qui n'a pitié ni de sa mère, qui l'ignore, ni de First, qu'il prétend avoir envoyé à l'hôpital alors que ce n'est pas vrai. Il est pressé de partir. Vive la France, dit-il. Ici, je ne suis pas à mon aise. Je ne peux pas m'habituer, rien à faire. J'en ai marre de voir cette ignorance. Suffit comme ça. Donc, ce sont les adieux de Lyubov, Ania et Gaëv à la page 359. Il ne reste plus que 10 minutes avant le départ. Encore une dizaine de minutes. Et il faudra monter en voiture. Elle regarde autour d'elle. Adieu, ma chère maison, mon aïeul. L'hiver passera, et au printemps, tu n'existeras plus. On t'aura démoli. Que de choses ils ont vu, ces murs. Elle embrasse sa fille avec effusion. Mon trésor, tu rayonnes, tes yeux brillent comme 2 diamants. Tu es contente? Très contente? Très contente. Très contente. Une vie nouvelle commence, maman. En effet, maintenant tout va bien. Comme nous étions émus, comme nous avons souffert avant la vente de la cerisée. Mais maintenant que la question est réglée définitivement, c'est à nouveau le calme,
La gaieté presque. Me voilà employé de banque. Je suis un financier. Carambolage par la bande. Et toi, Louba, pas de doute, tu as meilleure mine. Oh oui, mes nerfs se sont calmés, c'est vrai. On lui apporte son manteau et son chapeau. Je dors bien. Vous pouvez emporter mes affaires, Yatcha. Il est l'heure. Ma petite fille, nous nous reverrons bientôt. Je vais à Paris. J'y vivrai avec l'argent que ta grand-mère de Yaroslav nous a envoyé pour acheter la propriété. Vive grand-mère! Mais cet argent ne fera pas long feu. Tu reviendras bientôt, maman. N'est-ce pas? Je préparerai mes examens, je les passerai. Et puis je les travaillerai, je t'aiderai. Nous lirons ensemble des tas de livres. Dis, maman. Par de mes longues soirées d'automne, nous lirons beaucoup, beaucoup de livres. Et un monde nouveau, un monde merveilleux s'ouvrira devant nous. Reviens, maman. Je reviendrai, mon bijou. Elle embrasse sa fille. Bon, alors Lyubov a deux soucis. Fix, comme on l'a déjà dit, elle aussi, et Varia. Varia, donc c'est à la page 364. Maintenant, on peut se mettre en route. J'ai deux soucis. Le premier, c'est Fierce qui semble malade, qui est malade. Elle regarde sa montre. Oh, nous avons encore 5 minutes. Maman, on a déjà envoyé Fierce à l'hôpital. Yasha l'a fait partir ce matin. Mon autre souci, c'est Varia. Elle est habituée à se lever de bonne heure, à travailler, et la voilà sans occupation. Elle est comme un poisson qu'on aurait tiré de l'eau. Elle a maigri, pâli, et elle pleure, la pauvrette. Vous savez très bien, Ermolai Alexis, que j'ai toujours rêvé de la marier avec vous. D'ailleurs, tout laissait croire que vous l'épouseriez. Elle dit un mot à l'oreille d'Alien, Cécile fait un signe à Charlotte, tout ça. Elle vous aime, c'est une jeune fille selon votre cœur, et je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi vous avez l'air de vous fuir. Je ne comprends pas. Moi non plus, je l'avoue. Tout cela est si étrange. S'il nous reste un peu de temps, je suis prêt, à l'instant même, finissons une bonne fois et n'en parlons plus. Car vous partis, je sens que je ne lui ferai pas la demande. Voilà qui est bien. 1 minute suffira, une seule. Je vais l'appeler. Alors effectivement, elle vient, mais il ne lui fera pas sa demande. Il la laisse partir, elle va s'en aller à quelques verses de là, chez des voisins comme gouverneur. Voilà, c'est enfin le moment vraiment de la séparation, l'heure de partir. Donc Lopakhin ferme la porte à clé à la page 370. Tout le monde est ici, pardon. En route. Tout le monde est ici, plus personne là-bas. On a laissé des affaires par là, il faut fermer à clé. En route. Adieu, maison. Adieu, la vieille vie. Bonjour, la vie nouvelle. Nous nous reverrons au printemps. Venez, mes amis, à la revoyure. Ma sœur, ma sœur. Oh, mon jardin, mon cher, mon tendre et beau jardin, ma vie, ma jeunesse, mon bonheur, adieu, adieu. La voix d'Ania comme un appel joyeux. Maman, Le Etrofimov est où un dernier regard sur ses murs, sur ses fenêtres. Notre pauvre mère, elle aimait tant aller et venir dans cette pièce. Ma sœur, ma sœur. Maman, nous arrivons. Alors ils sortent, la scène est vide, on entend fermer à clé toutes les portes, les voitures partent, tout devient calme. Retentit seulement le bruit assourdi d'une hache, frappant un arbre, bruit solitaire et triste, et pas. Fierce apparaît par la porte de droite. Il est vêtu comme d'habitude d'un veston et d'un gilet blanc, tournant la poignée. C'est fermé à clé. Ils sont partis. Ils s'assoient sur le divan. Ils m'ont oublié. Bon, ça ne fait rien. Je vais me reposer ici.
Je suis sûr que Léonid Andreevitch Gaev n'a pas mis sa pelisse. Il est parti en par-dessus. Soupir d'un air soucieux. Et moi qui ne l'ai pas surveillé. J'ai perdu la page. Et moi qui ne l'ai pas surveillé. C'est si jeune encore. Alors il marmonne souvent des paroles incompréhensibles. Voilà que la vie est passée. On dirait que je n'ai pas encore vécu. Il s'étend sur le divan. Je vais me coucher un peu. Tu n'as plus de force. Il ne t'en reste plus du tout. Allez, va, espèce d'empoté. Il reste couché, immobile, au loin, comme venu du ciel, le son d'une corde rompue, son mélancolique qui meurt peu à peu. Puis le silence. On n'entend plus que des coups de hache contre les troncs d'arbres, loin dans le jardin. De façon très courte et très concise, une citation d'Anton Tchekhov par Ivan Bounine, des conseils aux futurs jeunes écrivains. Никому не следует читать своих вещей до напечатания. Никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибся, соврал, пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. В работе надо быть смелым. Il n'est pas nécessaire de faire lire vos écrits à qui que ce soit avant de les publier, ni d'écouter les conseils des uns et des autres, d'ailleurs. Ainsi, les inexactitudes ou les mensonges éventuels de vos écrits seront alors au moins de vous. Soyez hardis, courageux dans votre travail d'écriture. Есть большие собаки и есть маленькие, но маленькие не должны смущаться существованием больших. Все обязаны лаять, и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал. Tenez, par exemple, dans la vie, il y a des petits et des grands chiens, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour autant que les petits devraient être gênés par l'existence des grands. Car tous ont le droit d'aboyer, avec cette voix, aussi modeste soit-elle, que notre Seigneur Dieu leur ont donnée. Traduction originale de Eugenia Maximenkova et moi-même. Voilà, vous pourrez entendre donc de la musique russe du père de Evgenia et ça nous mettra en ambiance pour un apéritif qui est offert par la mairie, que nous remercions de tout cœur de nous avoir accueillis ici, à l'abri, sous un chapiteau, avec un éclairage quand même sur une partie tout à fait ombragée et qui nous met dans l'ambiance et qui nous offre un apéritif pour terminer cette soirée qui est en fait une fin d'après-midi qui est vraiment super. Alors merci beaucoup à Martine Mazer qui représente notre maire et qui est adjointe ici, maire adjoint à la culture. Et puis je voulais remercier donc tout l'ensemble des participants et dire qu'il y a un plus encore, et vraiment il y a une association de volontaires, mais passionnés je peux dire, hein, pour faire revivre cet espace victoriois de la Cerisay. Une amie également peintre, artiste peintre, Tatiana Poulot, que nous connaissons, c'est une amie personnelle de mon mari, et qui habite Reims avec son mari français ingénieur, qui a connu sa femme à Moscou, et qui l'a enlevée, on peut dire, tellement d'elle était belle, et qui l'a emmenée en France. Et quand elle s'ennuyait, elle était ingénieure. Alors elle s'est mise à peindre, à dessiner, et elle est devenue très grande peintre. Et vous verrez là-bas. Alors, elle est venue à Lectoure à plusieurs reprises. Avec son mari, nous la connaissions bien. Elle est toujours là, elle revenait de Moscou et elle nous a envoyé donc des reproductions de ces tableaux que vous pourrez voir sur le mur en face. Vous regarderez également Tatiana Poulot, et on venait justement de sa famille qui habite Moscou. Vous avez également des panneaux où vous pourrez revoir Tchekhov dans différentes périodes de sa vie, et puis de la Cerisay en France, quand elle a été représentée par des acteurs prestigieux dans différents théâtres français. Alors, merci à tous.
merci à Télévision en Poésie et sa présidente, Marie-André Fernandez, qui nous a organisé cette magnifique après-midi. Un titre vice-président, un titre vert. Voilà. On n'est pas un petit peu. Vous pouvez applaudir. On était en plus terre à terre, justement la commission, vous avez quelques livres extrêmement intéressants qui sont en vente ici, en vente que vous pouvez donc acquérir. Mais je vous repasse la parole. Oui.